Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Que représentent les lettres CALAC? Quel est ce service chez nous, en Abitibi-Témiscamingue? Alors, pour nous en parler, je reçois d'Amos, Madame Kelly Chiasson. Madame Chiasson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Chiasson, parce que le CALAC, le CAVAC, c'est un peu, là, ce sont des lettres que les gens, CALAC, CAVAC, peu importe, mais ça a une signification qui est très importante aussi. Moi, si je vous demandais, de prime abord, c'est quoi que ça veut dire les lettres CALAC? Les lettres CALAC, c'est un centre d'aide et de lutte aux agressions à caractère sexuel, contre les agressions à caractère sexuel. Okay. Donc, c'est ça, c'est un centre d'aide et de lutte contre les agressions Alors, à caractère sexuel. Alors, c'est un centre d'aide d'agression à caractère sexuel, c'est ça? Oui. Exactement. Ça, il n'y a pas d'âge. Non. Ben, en fait, nous, les centres habituellement, c'est à partir de 14 ans. 14 ans. Oui. Donc, on vient en aide là, aux adolescentes et aux femmes adultes aînées à partir de 14 ans. Quand on parle, ça c'est une question, moi, que surtout dans le domaine des agressions, des choses comme ça, chez nous, on pense que ça, il n'y en a pas. On prend ça très souvent dans les grands bulletins. Bon, il y en a dans les grands centres, à Montréal, Québec, bon, Trois-Rivières, etc., Sherbrooke. Mais on a très tendance à penser que chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, de ça, il y en a. Il n'y en a pas, ou à peu près pas. Je pense que je me trompe. Oui, en effet, c'est une réalité qui est présente partout. Puis je dirais là, quand même que pour ce qui est du nord du Québec, Abitibi aussi, oui. C'est des populations qui sont quand même... la problématique est quand même très, très présente. Là. C'est ça qu'il y a, c'est que nous autres... est-ce que c'est parce que chez nous, on en entend moins parler? Est-ce que c'est une chose possible? Quand un pareil acte... de bassesse, qu'il n'y a pas de mot pour qualifier un pareil acte. Quand un acte de même se passe dans les grands centres, on en fait une grosse manchette. Quand un acte de même se passe chez nous, en Abitibi-Témiscamingue, on n'en fait pas une grosse manchette. Est-ce que c'est pour ça que les gens ont tendance à penser que chez nous, il n'y en a pas? C'est plus caché. Oui, c'est plus caché. Puis aussi, ce qui fait les manchettes, c'est souvent... les cas plus spectaculaires ou voilà. les cas extrêmes. Même dans les grands centres, les cas qui se passent à tous les jours, on n'en parle pas vraiment non plus. Chez nous, parce que là, on parle de l'Abitibi, de Témiscamingue. Moi, là, si je vous demandais peut-être la moyenne d'âge des personnes agressées sexuellement. C'est sûr que, je dirais là, pratiquement près de la moitié, si l'agression a lieu lorsque la victime a moins de 18 ans. OK. Je ne suis pas certaine exactement là, des chiffres, là, mais c'est la majorité. Oui, on parle exemple, en général. Là, oui, OK. Mais reste que c'est vraiment toutes les tranches d'âge qui peuvent être victimes d'agressions à caractère sexuel. Puis surtout, là, en ce qui est trait là, aux personnes aînées, c'est une particularité là, qui est un petit peu différente, oui, qu'on entend encore moins parler. Exactement, parce que ça, on va en parler plus là, tantôt chez les personnes âgées, parce que malheureusement, il y en a aussi chez les personnes âgées. Qu'est-ce que vous faites, Madame Chiasson, lorsque une personne a été abusée sexuellement? Vous dites que vous les prenez en charge à partir de 14 ans, c'est ça? OK, bon. Disons qu'elle a ça, 14 ans. Elle va vous voir, elle vide son sac, comme on dit. Quelle est la première action que vous allez prendre envers cette jeune-là? Ben, en fait, n'importe qui peut nous appeler. Puis même si les personnes ont en bas de 14 ans, elles peuvent quand même nous appeler. Puis nous, à ce moment-là, on va les référer là, aux ressources appropriées, même si on ne peut pas les prendre en charge directement au centre. OK.
Mais je pense que la première chose à faire, c'est vraiment d'écouter ces personnes-là. L'écoute, oui. L'écouter, puis de regarder avec elle c'est quoi ses besoins immédiats, si elle est en crise, si elle est en sécurité présentement, puis de regarder avec elle là, ce qu'elle veut faire par rapport à ça. Il y en a autant du côté masculin, ou il y en a moins du côté masculin des personnes, des jeunes qui se font agresser? D'après les statistiques, il y en aurait moins. On dit qu'environ 80% là, des victimes sont de sexe féminin. Par contre, ces statistiques-là sont basées sur les données de la Sûreté du Québec. Donc, c'est ce qui est dénoncé à la police. Ce qui est dénoncé. C'est ça. Donc, on peut supposer quand même que il y en aurait quand même plus, il pourrait avoir plus qu'un 20% là, de sexe masculin. Par contre, on ne sait pas. On ne sait pas parce que ça reste tabou et on n'en parle pas. La dénonciation. On va en revenir tantôt chez les personnes plus âgées, mais là, on parle chez les jeunes. La dénonciation. J'ai l'impression que très souvent, on n'est pas capable de dénoncer. On n'est pas capable parce qu'il y a de la crainte du côté des personnes qui ont été abusées. On les a tellement, moi, je sais pas, c'est selon ce que je pense, selon ce que j'ai lu déjà. Ouais. On leur a peut-être assez dit, non, il faut pas que tu dénonces pour telle et telle raison, etc., etc. Alors, c'est donc dire que lorsque la personne se met à table, comme on dit, et dénonce, elle a dû y penser beaucoup avant de poser ce geste-là. Oui, effectivement, c'est très difficile pour les victimes d'en parler. Il y a la honte juste aussi, le fait d'en parler, oui, c'est ça, il y a vraiment la peur, surtout la peur de ne pas être cru. Mais plusieurs peurs là, peuvent être reliées au fait d'en parler. Puis là, je parle juste d'en parler. Faire une plainte à la police, c'est autre chose. OK. Mais juste, c'est la peur de ne pas être cru, la peur de briser le noyau familial si jamais l'agression a lieu dans la famille. Si tu en parles, qu'est-ce que ta mère va penser? Oui, c'est ça, la peur du jugement Puis aussi. elle te croira pas, elle va me croire moi. Elle te croira pas à toi. Ouais. Ça, c'est terrible, ça. Ça veut dire que cet enfant-là, peu importe l'âge, mais disons que l'on parle en bas de 20 ans, ça veut dire que cette personne-là, cette jeune-là, elle vit là, un traumatisme terrible. Oui, c'est vraiment un traumatisme, une agression à caractère sexuel. Puis justement, en lien à ça, c'est pour ça qu'il y a autant de conséquences qui peuvent découler là, de cet événement-là. Moi, j'ai un peu de misère, pas rien un peu de misère, j'ai beaucoup de misère avec ces actes-là. Je trouve ça tellement bas. Ça n'a aucun espèce de bon sens. Mais est-ce que je me trompe en disant qu'on ne s'imagine pas? C'est-à-dire, on s'imagine que c'est seulement chez les jeunes. Quand on parle de jeunes, 14 ans à 20 ans, disons, là, autour. Disons que les proies sont là pour l'agresseur. Mais chez les personnes âgées, chez les aînés, le troisième âge, on me dit qu'il y en a aussi et pas mal plus qu'on pense. Oui, en effet, mais il y a, premièrement, il y a beaucoup de ces personnes-là qui ont été agressées quand elles étaient jeunes. Ah, OK. Puis, à ce moment-là, si on recule là, de quand même quelques années, c'était encore plus tabou qu'aujourd'hui. Et c'était rarement dénoncé là, si on recule de quelques années. Okay. Donc à ce moment-là, ces personnes-là ont toujours vécu dans le silence, ou presque. Puis ça a des conséquences à long terme. Puis ces personnes-là peuvent être plus vulnérables, rendues à un certain âge, là, pour vivre de nouvelles agressions sexuelles. Puis c'est ça, même il y a certaines personnes aussi qui peuvent être agressées à un âge plus avancé, là, même si elles n'ont pas été agressées plus jeunes. Là. Je pense que dans ça, est-ce que je me trompe en disant qu'il y a une question de honte? Les personnes qui ont été agressées ont honte. Parce que, est-ce que ces personnes-là peuvent se dire, « Ah, c'est-tu moi qui l'a
agacé, c'est-tu moi qui l'ai tenté, de la manière que je me suis maquillé, de la manière que je me suis habillé, de la manière que j'ai parlé avec cette personne-là, est-ce que je suis pas fautive là-dedans? Mais il y a encore beaucoup de mythes et préjugés là, entourant là, cette problématique-là. Puis en effet, c'est ça, les victimes peuvent se sentir honteuses, avoir un doute sur soi, avoir un sentiment de culpabilité aussi, se sentir coupables de ce qu'elles ont vécu. Mais c'est important, par exemple, là, de clarifier ça, puis les victimes sont en rien responsables des agressions qu'elles ont subies. L'agression, c'est vraiment là, un acte de domination dans le but d'humilier la victime. Donc, Et l'agresseur, je présume, va tellement dire à sa victime, c'est de ta faute si tu n'avais pas fait ça, si tu t'étais pas habillé de même, tu m'aurais pas tenté, j'aurais pas fait ça. Donc, c'est de ta faute à toi. Oui, pas nécessairement dans tous les cas. Non, mais Oui, dans plusieurs cas. Dans plusieurs cas, Okay. là, habituellement, il y a usage là, soit de chantage, de manipulation affective, de menaces pour que la personne là, se sente coupable et qu'elle garde ça pour elle. Je vais en revenir chez les aînés, parce que moi, j'ai resté excessivement surpris lorsque j'ai vu différentes statistiques de l'abus sexuel chez les aînés. Je ne pensais jamais que ça pouvait exister sur une aussi grande échelle, l'abus sexuel chez les aînés. On peut parler de quel âge, Madame Chiasson, chez les aînés? C'est certain que quand on parle des aînés, on peut aller là, de 65 ans et plus, par exemple, mais reste que, en fait, à n'importe quel âge, là, il n'y a pas vraiment de début de début pour parler là, des agressions. Parce que chez les personnes, chez les aînés, on parle de, bon, disons, là, 70 ans et plus. Il y en a une ici, si ma mémoire est fidèle, une certaine madame qui a été abusée. Elle avait, si ma mémoire est fidèle, 80 quelques années. C'est simplement, c'est dégueulasse, tout simplement. Ça n'a aucun sens. On peut aller si âgé que ça. Oui, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barème, il n'y a pas de... Oui. Puis surtout que plus, en fait, c'est ça, ça dépend toujours de la personne, mais plus elle en arrive à un certain âge, elle peut avoir là, accumulé certains facteurs de vulnérabilité. Par exemple, si elle est malade, si elle a certaines inaptitudes mentales, si elle peut souffrir, par exemple, de démence ou de problèmes de dépendance aux soins des autres. Donc, à ce moment-là, elle devient plus à risque là, de vivre des agressions. Elle devient vulnérable, autrement dit, parce qu'elle se dit, peut-être dans son fort intérieur, moi, j'ai à peu près 50% de capacité, j'ai besoin des autres pour vivre, j'ai besoin des autres pour fonctionner. Donc, si je refuse, j'aurai peut-être pas cette aide-là à ce moment-là. Ce sont des choses que les gens peuvent penser. Donc, ces personnes-là deviennent vulnérables. Oui, puis il y a certaines personnes aussi qui peuvent profiter de cette situation. Exactement. Fait que quand on parle d'âge 65, 70, il n'y a pas d'âge. Tout simplement, il n'y a pas d'âge. Si on parlait des particularités. En fait, ce qui est particulier chez la violence sexuelle chez les aînés, en fait, ça peut avoir lieu n'importe où. Habituellement, par contre, ça a quand même lieu là, dans le milieu de vie de la personne. Le mythe qui veut là, que les agressions à caractère sexuel aient toujours lieu, par exemple, dans une ruelle tard le soir, c'est relativement faux. Là. Ces cas-là sont quand même assez rares. Habituellement, ça arrive le soir au domicile de la victime ou de l'agresseur. Puis dans le cas des personnes âgées, je dirais que ce serait plus dans le milieu de vie de la victime. Donc, soit chez elle, soit dans son foyer d'hébergement ou dans la... Parce que c'est sûr que dans un foyer d'hébergement, il y a des employés qui sont fantastiques, ils font un travail extraordinaire, mais à l'embauche, on ne peut pas s'imaginer ou on ne peut pas dire, ou on ne peut pas poser la question, est-ce que tu es un violeur? Ça ne se pose pas. Et même si on la pose, la personne va dire, non, absolument pas, moi, là. Alors, on ne peut pas détecter ça. Non, en fait, c'est pratiquement impossible là, à détecter.
Puis ça se peut aussi qu'une personne à l'embauche n'ait jamais pensé, jamais commis aucune agression. C'est une chose possible aussi. Avec le temps, avec plusieurs facteurs, là, elle peut en venir là, à commettre des agressions sur les personnes qui vivent dans l'établissement. La question de confiance. On met la victime en confiance? Oui, en fait, les agresseurs, ça peut être n'importe qui. Par contre, c'est souvent une personne qui est connue de la victime et une personne qui est en position d'autorité, de confiance ou de pouvoir. Puis cette personne-là va abuser là, de cette relation-là. Si tu te laisses pas faire, je prendrai plus soin de toi ou je vais prendre beaucoup moins soin de toi, puis tu vas partir, c'est un peu tout ça, là, c'est le pattern, ça, là. Ouais, faut quand même faire attention, par exemple, parce que c'est pas nécessairement tout... c'est certain que c'est pas toutes les personnes dans les foyers qui... Ah non, absolument pas. Non, il faut faire une distinction là, dans ça, là, c'est sûr, parce que ça peut se passer n'importe où. Oui, mais reste que ça arrive. C'est ça, ça arrive, mais c'est qu'il faut faire attention aussi. Là, on ne peut pas dire que les personnes qui travaillent dans des foyers pour personnes âgées sont toutes comme ça. Là, non, absolument pas. Là. On ne pense même pas de même, mais disons que c'est un lieu que ça peut arriver, vu à la vulnérabilité des personnes qui y demeurent. Ou ça peut simplement être aussi un autre résident, ou ça peut se faire entre résidents. Entre résidents. Le contexte, il y en a tellement. On ne peut pas dire, là, ce contexte-là prêtait à ça. Il y a plusieurs contextes. Oui, il y a plusieurs contextes. Puis comme je disais tout à l'heure, ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. C'est sûr qu'en général, c'est dans les milieux de vie, mais ça peut arriver là n'importe où, n'importe quand. On en a parlé un peu. J'aimerais revenir sur la vulnérabilité. Sur la vulnérabilité, c'est autant, je pense, c'est autant chez la personne âgée que chez l'adolescent. Je pense que, parce que la petite fille de, je ne sais pas moi, 8, 9 ans, 10 ans, elle est vulnérable, elle aussi. Elle entre dans la vie, puis elle va faire confiance à une personne de 40, 45, 50 ans, parce qu'il est en autorité, la première des choses. Et cette personne-là, cette jeune-là, elle est aussi vulnérable qu'une personne de X âge. Oui. Par contre, les deux sont autant vulnérables. Je dirais, par exemple, que c'est pas tout à fait les mêmes facteurs de vulnérabilité. Ça, par exemple, c'est vrai. Par exemple, chez les aînés, on parle, comme je disais tout à l'heure, soit des problèmes physiques, d'inaptitude mentale, d'handicap, qui les rendent plus dans une position de vulnérabilité. Il y a aussi le fait que certaines personnes peuvent avoir déjà vécu des abus dans le passé. Puis à ce moment-là, chez la plupart des victimes, ou en tout cas quand même une grande partie, peuvent avoir tendance à minimiser les gestes qu'elles vont vivre ou à considérer ces gestes-là comme normaux. Donc pour elles, ce ne sera pas nécessairement une agression ou elles vont quand même avoir de la misère à en parler parce que si, par exemple, elles ont toujours vécu comme ça, pour elles, c'est un peu la normalité. C'est ça. Pour elle, elle va penser que c'est normal. Tout simplement. C'est dans le pattern, puis c'est normal de faire ça. Ou, par exemple, elle peut vivre certains gestes d'abus à un certain âge, puis elle peut se dire, c'est quand même moins pire que ce que j'ai déjà vécu auparavant. Ah, OK, aussi. Par exemple. Chez les jeunes, vous êtes placé pour en parler. Lorsque la petite fille, je vais prendre une petite fille parce qu'il y en a beaucoup plus que de jeunes garçons, est-ce que la petite fille, c'est facile pour elle de se confier à ses parents, de dire, regarde maman, là, moi là, je suis rendu là, puis ton amoureux, qui peut être, qui n'est pas le père de la petite fille, aussi qui peut être le père, mais ça ne doit pas être facile pour cet enfant-là d'aller dire à sa mère, garde, maman, là, moi, là, j'en ai, là, je suis plus capable. Là. Non, c'est jamais facile. Surtout que c'est souvent des situations quand même assez complexes. Donc, c'est pas évident non plus là, de trancher là, blanc ou noir, par exemple.
elle veut pas faire de peine à sa mère, C'est ça. ou si c'est son conjoint, et la peur. Exactement. Et la peur de ne pas être cru, la peur de briser le les lien menaces, familial, etc. oui, Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte dans ça. Les fameux mythes. Ça, là, dans ça, il y en a des mythes. Oui. Particulièrement aussi chez les personnes âgées. Il y a plusieurs mythes, en fait, entourant là, les agressions à caractère sexuel, point. Il y en a plus spécifiques chez les aînés parce que c'est encore plus tabou. Premièrement, on entend souvent le fait que les personnes arrivées à un certain âge, elles n'ont plus de sexualité. Donc, elles peuvent par conséquent pas être victimes de violences sexuelles, ce qui est totalement faux. On a une sexualité là, de la naissance à la mort, puis il y a différents changements tout au cours de la vie, mais ça s'arrête jamais. Puis ça ne veut pas dire non plus là, qu'une personne ne peut pas être victime de violences sexuelles. Exactement. Les préjugés, ça aussi, il y en a beaucoup dans ça. Effectivement, puis il y a aussi une certaine tolérance sociale par rapport aux agressions à caractère sexuel. Surtout, je dirais peut-être un petit peu plus présente chez les personnes aînées, vu qu'elles ont eu comme une éducation plus traditionnaliste. C'est vrai. Je ne veux pas non plus généraliser, mais par exemple, des valeurs comme la femme elle doit être soumise, passive au désir de l'homme. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais qui était malheureusement le cas quand on parle des années 30 ou 40 même, disons. Là. C'était comme ça. Toi, tu restes à la maison, tu es soumise. Le papa arrive, puis regarde, bon, ben, c'est ça, puis c'est ça, puis regarde, on est rendu là. Maintenant, aujourd'hui, la femme est beaucoup plus indépendante, il faut le dire, là. Et puis, ce n'est plus le même rôle de vie non plus, parce que la femme était à la maison, l'homme était à l'ouvrage. Aujourd'hui, les deux sont à l'ouvrage, alors la femme devient beaucoup plus indépendante à ce moment-là. Puis c'est sûr que cette mentalité-là peut quand même être présente chez certains aujourd'hui. Oui. Puis on parle aussi, par rapport à la tolérance sociale, les valeurs religieuses aussi, par exemple, le fait que quand on se mariait pour le meilleur et pour le pire. Donc, à ce moment-là, si l'agression a lieu dans le couple, ben on va considérer ça comme normal dans un certain sens, où on ne sera pas porté, en fait, à dénoncer. Puis surtout que dans une vision là, plus religieuse, l'important, c'était vraiment là, de tout pardonner. Qu'on n'allait pas là, laver son linge sale. Sur place publique, puis etc. Fait que c'était... Il y a vraiment, là, dans les années 2000, ce n'est plus ça. Dans les années 1900, c'était ça. Et la différence aujourd'hui, bien, c'est que la femme, et avec raison, devient indépendante. Puis quand ça ne marche pas à son goût, elle est capable de le dire aujourd'hui, chose qu'elle ne faisait pas parce qu'elle était soumise dans les années 1900. C'est quand même pas toujours... là encore, c'est trappe aujourd'hui quand même, je dirais. Oui, OK. Oui. Quelles sont les différentes agressions sexuelles les plus connues? Les plus connues? Les plus connues, ben, en fait, il y a vraiment différents types d'agressions à caractère sexuel. On entend quand même souvent parler d'inceste, qui est le fait d'avoir des relations sexuelles là, entre liens de parenté, là, un adulte avec un enfant. Il y a aussi le viol. Qui est d'avoir une relation sexuelle sans consentement. Des attouchements sexuels de toutes sortes. Ça, je dirais que c'est quand même assez connu, en fait, des attouchements là, sans le consentement toujours de la personne. On parle aussi là, d'harcèlement sexuel, qui est quand même beaucoup très, très présent. Exactement. Parce que ça, on a tendance à l'oublier, celui-là. On a tendance... voyons donc... c'est pas grave, là. C'est pas grave, mais c'est qu'il reste quand même que ce sont des choses qui peuvent porter après à autre chose. Oui, puis même, je dirais là, qu'il n'y a pas nécessairement là, un type d'agression qui est plus grave ou moins grave que l'autre. OK, exactement. Les conséquences des agressions sexuelles. Ça, là, c'est affreux comment que ça peut être. Les gens peuvent peut-être pas se rendre compte comment que ces personnes-là peuvent avoir des conséquences qui ça va être dans eux autres jusqu'à la fin de leur jour. Oui, il y a vraiment beaucoup de conséquences qui sont reliées là,
aux agressions à caractère sexuel. Ça dépend toujours de la personne aussi. Les conséquences varient énormément là, d'une personne à l'autre. Par exemple, une personne peut vivre là, de l'anxiété, de l'angoisse, de la difficulté à faire confiance aux autres. Elle peut là, vivre un changement dans ses attitudes Elle sexuelles. se ferme Oui, comme un une repli huître, sur soi. un repli sur soi. Elle s'isole beaucoup. Elle s'isole. Elle peut avoir des tendances dépressives, même aller jusqu'à des idées suicidaires et le suicide. Puis on parle aussi, là, il peut y avoir là, des problèmes financiers, certains problèmes financiers qui peuvent être reliés. Si par exemple la personne doit déménager, OK, ou si elle fuir doit, le lieu. oui, puis, fuir le lieu, ou si par exemple elle doit quitter son emploi, ou il y a certains services aussi oui, qui... parce que ce sont des choses qui peuvent se produire, à l'endroit où elle travaille. Oui. Donc, elle veut quitter son emploi parce qu'elle a trop de mauvais souvenirs. Donc, c'est le point de vue financier à ce moment-là entre en ligne de compte. Il y a plusieurs conséquences qui sont vraiment très, très, très difficiles. Les obstacles au dévoilement, il y en a beaucoup, on en a parlé un peu. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Comme je disais tout à l'heure, la peur, c'est vraiment l'élément central, je dirais. Par contre, il y a vraiment d'autres sentiments qui sont reliés à ça. Par exemple, comme on disait tout à l'heure, la honte, la culpabilité. Le sentiment d'impuissance et de confusion. On n'est pas toujours certain de ce qui s'est passé, c'est un événement traumatisant. Je dirais aussi qu'il y a il y a la tolérance sociale à surmonter, qu'on doit passer là, au-delà de ça pour en parler. On doit aussi là, le fait qu'il peut y avoir un manque d'information qui peut être un obstacle. Par exemple, si on ne sait pas les ressources auxquelles on a droit, si on ne sait pas où aller chercher de l'aide. Oui, exactement. Aller chercher de l'aide, c'est très important. Il reste à peine une minute, Mme Chiasson. Les attitudes aidantes de la part des proches, ça, les proches ont un rôle à jouer aussi dans ça. Oui, mais en fait, ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, si une personne nous parle qu'elle est victime d'agression, de l'écouter, de ne pas la juger, vraiment d'essayer de l'accompagner le plus possible comme on peut. Puis si on n'est pas capable, de l'aider au moins à trouver quelqu'un là, pour l'accompagner. S'il y a des personnes qui nous écoutent actuellement, puis qui ont un petit déclic qui s'est fait, puis qui auraient besoin d'aide, qu'est-ce que ces personnes-là peuvent faire là, aujourd'hui? Bien, en fait, la première chose, elles peuvent soit en parler à une personne de confiance, ou encore nous appeler là, au Calax Abitibi, ou dans les autres Calax de la région. Il y en a 4, un à Val-d'Or, un à Rouyn-Noranda, un à La Sarre, puis un à Amos. Okay. Donc, à ce moment-là, les personnes qui vont leur répondre vont pouvoir là, les écouter, les aider. Puis, si elles ne sont pas en mesure de le faire, elles vont pouvoir les diriger là, vers les différentes ressources, dépendamment des cas particuliers. Là. Une chose est certaine, Mme Chiasson, et on ne le dira jamais assez aux victimes, dénoncer. Dénoncer. Je sais que c'est pas facile, absolument pas, mais s'il vous plaît, dénoncer. Au moins en parler à quelqu'un de confiance. Au moins en parler, c'est ça, exactement. Madame Chiasson, merci infiniment. C'était vraiment très, très, très intéressant. Puis si on a juste allumé quelques petites lumières à certaines personnes, bravo. Puis je vous dis bravo à vous et je vous dis bravo au CALAC exactement qui venait en aide à ces personnes-là. Merci beaucoup, madame. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir été là, mesdames et messieurs. Et on se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.